C'est une terre extrême qui touche le cercle polaire, où les femmes, les hommes et les animaux affrontent le vent et les éléments en permanence. L'Islande. Ici, les hivers sont longs et froids, mais qu'à cela ne tienne, les Islandais, tout vikings qu'ils soient, pratiquent volontiers un art étonnant. Le tricot. Reykjavik, la capitale, regroupe à elle seule les 2/3 de la population islandaise, soit 220 000 habitants sur les 340 000 que compte l'île. Une ville incontournable où transitent tous les bateaux, tous les voyageurs et tous les touristes. Les premiers voyageurs à avoir foulé le sol islandais furent les célèbres Vikings, venus de Norvège au IXe siècle. Toute l'histoire de l'Islande commence avec cette colonisation. Petur Oddbergur Eimsson a 35 ans. Cette sculpture fait partie de son paysage et de sa vie. Les gens associent souvent l'Islande aux Vikings, mais c'est assez réducteur. Beaucoup d'autres choses caractérisent notre pays et notre culture. Par exemple, les Islandais sont des gens très engagés, qui défendent activement les droits humains et l'égalité homme-femme. Globalement, nous sommes très féministes. Vous voyez, tout ne tourne pas autour de nos ancêtres les Vikings, qui n'avaient d'ailleurs pas que des vertus, loin de là. Petur habite un quartier résidentiel de Reykjavik, dans un petit appartement situé au sous-sol de cette maison. C'est ici qu'il se laisse aller à son occupation favorite. J'ai commencé à tricoter au collège quand j'avais 12 ans. Je me suis pris de passion pour le tricot et ça m'a tenu pendant 1 an. Après quoi, j'ai arrêté. La première fois que j'ai tricoté, c'était des gants. Voilà comment j'ai commencé. Plus tard, j'ai travaillé dans un hôtel sur l'île de Flatey, dans la baie de Breiðafjörður. Là-bas, les femmes tricotaient presque toute la journée dès qu'elles avaient un moment. Je suis réellement tombé sous le charme en les regardant tricoter. J'ai eu envie de m'y remettre moi aussi, ce que j'ai fait. Après le service, on se retrouvait dans la pièce commune pour tricoter tous ensemble. Il y régnait une atmosphère très particulière, un peu comme autrefois. Depuis, je n'ai plus jamais arrêté, et je tricote pratiquement tous les jours. Ça fait à peu près 10 ans maintenant. C'est tellement agréable et apaisant. Et puis, ça a l'avantage de me tenir éloigné de mon téléphone, dont je suis bien trop dépendant. Le pullover islandais type est traditionnellement un jacquard tricoté d'un seul morceau dans une laine issue exclusivement de moutons islandais.
Si Pétour ne travaille qu'à partir des laines du pays, il se permet toutefois quelques fantaisies, notamment au niveau des couleurs, parfois très éloignées des tons traditionnels. Jusque-là, j'ai tricoté des pulls très fantaisistes en suivant ma propre inspiration. Mais à présent, j'ai envie de tricoter un vrai pullover traditionnel. Je me suis procuré ce livre magnifique et je vais m'en servir pour essayer de tricoter un riddari. Riddari, ça veut dire chevalier en islandais. Pour moi, me lancer dans un riddari, c'est un vrai défi. Après le travail, alors que le soir s'installe sur Reykjavik, Pétour retrouve une amie, Elín, et rejoint avec elle un groupe de copains dans un café-théâtre de la ville. C'est l'heure de laisser libre cours à sa passion. Café-théâtre ou club de tricoteurs? Une dizaine d'aficionados, presque tous des hommes, mariés, pères de famille ou célibataires comme Pétour, se retrouvent ici pour pratiquer ensemble l'art du tricot. Si certains débutent avec les plus grandes difficultés, d'autres sont déjà de vrais experts. Ni experte ni débutante, Elín tricote en dilettante, tandis que Pétour fait plutôt partie des tricoteurs confirmés. Voilà. Et ensuite, tu passes ça par-dessus. Tu peux placer le fil un peu plus haut sur le doigt. Oui, c'est ça. Mon grand-père habitait à la campagne. Tous les soirs, il tricotait avec ma grand-mère. Ensemble, ils confectionnaient des gants de pêcheurs qu'ils vendaient à Grindavik, dans le sud, pour arrondir leur fin de mois. À l'époque, ce n'était pas inhabituel pour les hommes de tricoter. Et petit à petit, c'est en train de devenir une mode, grâce à des gens comme Pétour. Avant, je tricotais plus volontiers tout seul, à la maison, en cachette. Bergþór Pálsson a 62 ans. C'est sans doute la pratique du tricot qui lui donne cette douce sérénité. Bergþór est chanteur d'opéra. C'est un baryton professionnel très connu en Islande. Je tricote parce que ça m'apaise. J'ai commencé il y a quelques années, lorsque j'étais au Théâtre National. Je suis chanteur et à l'époque, j'interprétais un rôle où j'avais 1 heure de pause entre chaque scène. J'ai d'abord essayé de lire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Le tricot me permet de m'occuper tout en suivant ce qui se passe. C'est un peu comme lorsqu'on médite. Tous les organes sensoriels sont en éveil. J'ai d'abord tricoté de petites choses pour mes petits-enfants. C'était juste après la grosse crise de 2008 en Islande, quand beaucoup de gens se sont mis à fabriquer des choses eux-mêmes pour être plus indépendants et ne pas devoir tout faire venir de l'autre côté du globe. Autrement dit, tout importer de Chine. Moi, je me suis mis au tricot et peu à peu, j'y ai pris goût. Et voir mes petits-enfants porter ce que je leur ai tricoté, ça fait chaud au cœur. Anna-Kristín Kristoffersdóttir et Viktor Shor Reynisson sont mariés et tricotent en couple. C'est Anna qui a poussé Viktor à se mettre au tricot. Il s'en sort très bien. Mais on peut toujours mieux faire. Moi aussi, j'apprends encore. Il y a tellement de techniques différentes. Victor en est déjà à son 10e pullover. Et ça fait seulement 1 an qu'il tricote. Oui, ça marche bien. Là, je tricote pour un homme qui s'appelle Svein. On s'est rencontrés dans un bar. Il a trouvé mon pull tellement beau qu'il m'en a commandé un. En échange, il m'a payé une bouteille de whisky. Une très bonne bouteille.
La mer, c'est l'ADN des Islandais. L'océan, le sang qui coule dans leurs veines. Tous ont un bateau et s'échappent de la ville dès qu'ils en ont l'occasion. Heimir Sigurðsson est retraité. Avant, il dirigeait une grosse agence immobilière de Reykjavik. C'est le père de Pétur. C'est sympa de faire une balade en mer avec Pétur et notre ami Jóhann Sigurjónsson. Nous allons à Viðey. Et ensuite, nous pousserons jusqu'à l'île d'Akurey. On va voir si on peut trouver un peu de poisson là-bas. Tu n'as pas froid avec ce blouson? Non, j'ai un gros pull en laine dessous. Ah oui, très joli pull. C'est ma mère qui l'a tricoté. Il est formidable. Tu sais ce que c'est comme jacquard? Non, mais je sais qu'il est en double fil et qu'il tient très chaud. Oui, je vois ça. Moi aussi j'ai un pull, et c'est moi qui l'ai fait. Vraiment? Génial. C'est le premier pull que j'ai tricoté entièrement seul. Moi, je n'ai encore jamais rien tricoté. Va falloir que tu t'y mettes. Pour en faire un en double fil, comme celui-là. Très épais. Oui, et très chaud. J'ai aussi tricoté le pull que mon père porte aujourd'hui. C'est drôle, non? Oui. Tu tricotes beaucoup alors? Oui, pas mal. C'est chouette de pouvoir se tricoter un pull bien chaud pour sortir en mer. C'est vrai. Avec ça, on ne sent pas le froid. Je suis souvent en mer ou dehors de façon générale, alors ce pull, je le mets tout le temps et il ne bouge pas. Il est d'une qualité incroyable. Les eaux islandaises pullulent de capelans et d'aigles fins. Leur ligne à peine jetée, Heimir et Jóhann voient 2 morues mordre à l'hameçon. Les mots peisa ou lopapeisa, qui désignent le fameux pull islandais, viendraient du mot français paysan. Tous les marins portaient autrefois ces pulls fabriqués à partir d'une laine grossière, facile à tricoter, qu'on appelle le lopi. Les pulls étaient simples, d'une seule couleur, sans motif et dans les teintes naturelles des toisons des moutons islandais. Souvent, les marins tricotaient eux-mêmes ce dont ils avaient besoin, pulls, chaussettes ou gants. L'Islande est décidément une terre étonnante. Que diraient les Vikings, ces guerriers sanguinaires qui buvaient leur vin dans le crâne de leurs ennemis et faisaient trembler l'Europe, s'ils voyaient leurs descendants apprendre à tricoter dès l'école primaire? Et ici, pas de sexisme. Filles ou garçons, tout le monde tricote le plus naturellement du monde. Stefania Stefansdóttir est institutrice et enseigne à ses élèves les points de base. Je suis professeur d'art plastique et j'ai choisi de mettre l'accent sur le travail des textiles qui est excellent pour stimuler la créativité des enfants. La recherche de coupes et de motifs peut ensuite les inspirer dans d'autres domaines pour d'autres activités manuelles et artistiques. J'aime beaucoup enseigner l'art et le tricot qui finalement se marient très bien ensemble. Peut-être quand je serai plus vieux et que j'arrêterai de travailler, je tricoterai. Oui, moi aussi. Quand je serai trop vieux pour travailler. Moi, je préfère les jeux vidéo. Mais le tricot fera partie de tes hobbies? Non, je préfère gagner de l'argent avec des jeux vidéo. Moi aussi. Il y a un tas de gens qui gagnent des milliards en jouant sur YouTube. En ce 25 avril, premier jour de l'été d'après le calendrier viking, l'atmosphère se réchauffe enfin et on se délecte d'un petit 12 degrés. Pétur profite de ces timides premiers rayons de soleil pour exposer son projet à Elín.
Il est en train d'organiser un petit voyage autour des pullovers islandais et souhaite rencontrer les personnes impliquées dans leur fabrication. Des éleveurs de moutons à ceux qui tricotent. Ça a l'air intéressant. Moi aussi, j'aimerais en savoir plus. Tu envisages de partir combien de temps? Quelques jours. 5 ou 6 probablement. Alors j'en suis. Formidable. Ça va être chouette. Trinquons à ce voyage. C'est le jour du départ. Elín, qui a une voiture, va servir de chauffeur à Pétur pour quelques jours. Les voici partis sur les traces du pullover islandais. Elín et Pétur mettent d'abord le cap sur les montagnes du sud de l'île encore enneigées. Au pied du fameux volcan au nom imprononçable, Eyjafjallajökull, on rencontre quelques fermes isolées et des moutons qui paissent en semi-liberté. Partout dans le monde, les moutons sont tondus au printemps, sauf en Islande, où on les tond au début de l'hiver, juste avant de les mettre à l'abri dans les étables pour éviter que la laine ne s'abîme. August Jensson, 37 ans, a d'abord suivi une formation de menuisier. Puis il s'est découvert une passion pour l'agriculture et voilà une quinzaine d'années qu'il élève des moutons islandais. Incroyable tous ces moutons. Tu en as combien? À peu près 500. 500. Qu'est-ce qui caractérise le mouton islandais? C'est un mouton qui vit ici depuis le début du peuplement de l'île. La race a d'abord été élevée pour son lait, ce n'est que plus tard qu'on l'a aussi élevé pour sa viande et sa laine. Et avec le temps, la laine est devenue aussi importante que le lait. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette laine? Tu peux nous expliquer? Oui, elle est naturellement divisée en deux parties, appelées Thor et Bell. Thor est la partie la plus grossière et la plus rêche de la toison. Elle protège les animaux contre la pluie et le vent. C'est celle qui constitue la couche externe de la robe du mouton. Bell est la partie la plus fine et souple, située au contact direct de la peau. Elle est plus douce et sert d'isolant en retenant la chaleur. Chaque mouton fournit jusqu'à 2 kg de laine par tonte, dont 1,5 kg sera utilisable pour la fabrication du lopi, la laine qui sert à faire les pulls islandais. August est payé 500 couronnes, soit environ 3,60 € par kilo de laine blanche. La laine brune et la laine noire, plus difficiles à teindre, ne rapportent que 2 € le kilo. La laine ne suffit donc pas pour vivre. August, comme tous les éleveurs de l'île, est aussi obligé d'exploiter le lait et la viande de ses animaux. La toison des moutons est livrée dans différentes filatures, comme le petit atelier familial Uppspunni près du bourg de Hella. Ici, on privilégie la qualité à la quantité. La première étape consiste à passer la toison à la machine à laver. Hulda Brynjolfsdóttir, la propriétaire et patronne d'Uppspunni, se charge elle-même de ce travail. Thor, la partie grossière de la toison, est longue et hydrofuge. Bell, la partie la plus moelleuse, la plus proche de la peau, est celle qui tient chaud au mouton et donc aussi à nous. Autrefois, on séparait ces deux parties. La plus douce était utilisée pour la confection de sous-vêtements et de tout ce qui entre directement en contact avec la peau, parce que c'est agréable au toucher, ça ne pique pas. La partie plus rêche pique un peu. Mais aujourd'hui, pour obtenir un pull islandais de qualité, à la fois hydrofuge et chaud, nous utilisons les deux parties ensemble. Tyrfingur, le mari de Hulda, s'occupe de la laine une fois lavée et séchée durant plusieurs semaines. Il l'introduit dans une machine, la carde, dont les rouleaux dentés étireront les fibres de la toison pour en obtenir de fines longueurs.
De son côté, Hulda introduit dans une autre carde l'autre partie de la laine, douce comme du coton. La laine est effilochée en de longues bandes bien homogènes. L'assembleuse assemblera les bandes rêches et douces pour en faire du fil. Même après le lavage et le passage en machine, la fine couche de graisse naturelle qui se trouve sur la toison du mouton, la lanoline, reste sur la laine. C'est cette couche de lanoline qui confère à la laine sa propriété hydrofuge. Le passage au tordoir assemble les deux fils. Tor et Bell forment ainsi le fameux lopi. Lopi veut simplement dire laine, et let lopi veut dire laine légère. Alafos lopi est une laine plus lourde. Cela dépend si les fils ont été doublés ou triplés. Quand Hulda et son mari se sont lancés dans la filature, ils ont cherché à inventer de nouveaux types de laine. Cette laine, nous l'avons appelée Hulduband, le fil de Hulda. Hulda, c'est moi, et ça veut dire caché, parce que j'ai une jumelle et que personne ne s'attendait lorsqu'elle est née à ce que je pointe mon nez derrière elle. On parle du peuple caché d'Islande, eh bien moi, je suis la femme cachée. Sinon, nous avons mis au point le Trollaband, le fil du troll. Nous le fabriquons à partir des restes. Il est particulièrement épais et rapide à tricoter, et tellement solide qu'on pourrait en faire des paniers. Mais on peut aussi l'utiliser pour tricoter rapidement de très jolies robes. Ensuite, il y a le Dvergaband, le fil à tricoter du nain. Il est bien pour les chaussettes ou les pulls très chauds pour la montagne. Et 10, ça veut dire fée. C'est un fil idéal pour les châles et les gants fins. Ou encore ces minuscules bonnets pour les elfes et les gnomes, tricotés à partir de la laine des fées. Trop mignon. C'est le jour du départ. Elín, qui a une voiture, va servir de chauffeur à Pétur pour quelques jours. Les voici partis sur les traces du pullover islandais. Sur la route de Pétur et Elín, plusieurs cascades transcendent le paysage islandais. Celle de Skogafoss est sans doute l'une des plus impressionnantes. Wow. C'est époustouflant. Et tu as vu ces oiseaux qui volent toujours au-dessus des chutes? Oui. Cette cascade est d'une puissance. C'est l'une des plus grandes d'Islande. Tu crois que les touristes ressentent les choses différemment? Plus d'1 million de visiteurs déferlent chaque année en Islande, soit 3 fois plus que l'île ne compte d'habitants. Pendant longtemps, ils ont été une manne pour le pays. Mais le tourisme de masse avec ses paquebots et ses 4x4 polluants met l'île en danger. Comme chaque touriste veut son pull islandais, il a fallu inventer des machines qui tricotent des kilomètres et des kilomètres de pulls. On en trouve notamment chez Kitka, dans le nord du pays. Ces tricoteuses sont programmées pour réaliser des jacquards à l'ancienne, autrement dit des motifs aux allures traditionnelles. Malgré l'industrialisation de certains processus, Kitka reste une entreprise familiale qui fait sans conteste du Made in Iceland. Kristin Karlsson, l'un de ses patrons, a un sacré savoir-faire et une longue expérience en la matière. Je suis dans ce business depuis 30 ans.
Avant, je tricotais et je connais bien ces machines. Je suis l'auteur d'une grande partie des motifs, mais nous travaillons tous ensemble pour le design de ces pulls. Si l'un de nous a une idée, on le fait. Si ça marche, si c'est beau, je le dessine dans le programme et nous faisons des échantillons. Quand nous faisons des motifs, nous voulons trouver quelque chose qui se vendra plus facilement. Mais bien sûr, nous reprenons toujours des motifs typiquement islandais ou scandinaves. Le trèfle à 4 feuilles, ou la rose à 8 pétales, est un porte-bonheur que les Islandais portent volontiers en jacquard. À l'heure actuelle, on en trouve certainement bien plus sur les pulls que dans la nature. Les motifs sont toujours inspirés de la végétation et des paysages merveilleux de l'île. Des volcans et montagnes aux sommets enneigés, de l'eau, des nuages, des plantes et en particulier des fleurs, source inépuisable d'inspiration, sans oublier les oiseaux. Chez Kitka, la laine utilisée est du lopi, donc purement islandaise. Mais les machines la compressent tellement qu'elle en devient plate, elle est comme écrasée. On utilise alors des cactus importés d'Espagne. Posés sur des rouleaux, ils vont brosser ces kilomètres de tricot et leur redonner du moelleux de façon artificielle. Un pull ébouriffé et mal dégrossi fera plus authentique. Et il se vendra bien mieux aux touristes. Pour le découpage, l'intervention humaine s'impose. Les rouleaux tricotés au kilomètre sont grossièrement découpés à la machine sur la forme de patrons standards. En me voyant faire, vous pensez peut-être que cette coupe va détruire la structure de l'étoffe, mais il n'y a aucun risque. On a tricoté ces bandes de telle façon que la structure n'est pas atteinte. Ensuite, on les passe dans les machines qui les ébouriffent et qui les frottent. Et de toute façon, une fois coupées, les pièces passent aux surjeteuses pour être consolidées et être jointes. Cette phase aussi se fait manuellement. Les couturières assemblent col, manches, dos et devant pour former des pullovers. Évidemment, les fabriques de pulls font désormais partie des programmes des voyages organisés. Irina Kamp, d'origine allemande, co-dirige cet atelier. Vous pouvez volontiers regarder, prendre des photos, faire un saut à la boutique ou bien venir avec moi prendre un café et me poser toutes les questions que vous voudrez sur la vie en Islande. Les pullovers islandais sont très appréciés et il y a une très forte demande. Trop importante pour qu'on puisse tout tricoter à la main. C'est pourquoi, chez Kitka, nous avons mécanisé une partie des processus. Les gens qui viennent en vacances ici veulent acheter des produits made in Iceland et non made in China. Il est capital de continuer à fabriquer des pulls islandais sur place avec de la laine islandaise travaillée en Islande. Le pull islandais serait-il victime de son succès ? Si Kitka s'efforce de conserver une certaine authenticité en confectionnant ses pulls en Islande, d'autres fabricants sont moins scrupuleux. Aujourd'hui, les pulls sont plus souvent tricotés à l'étranger que sur le sol islandais. Dans les vitrines et les rayons des magasins de Reykjavik, 80% des pulls vantés comme islandais sont fabriqués en Chine. Cela dit, ils sont bel et bien en laine islandaise, laquelle est exportée vers l'Asie. La fabrication du lopi demeure l'une des activités principales de l'île. Mais à délocaliser ainsi une partie de la production, les Islandais jouent à un jeu dangereux qui, à terme, pourrait anéantir l'activité. Le plus gros fabricant de laine d'Islande est sans conteste la société Istex. C'est le géant de la branche. Son usine transforme 99% des toisons récoltées dans le pays en toutes les variantes possibles de lopi. Comme on peut le deviner, la teinture se fait ici au moyen de substances chimiques. On est bien loin des teintures végétales et des procédés de la filature familiale Uppspuni et des petits bonnets pour les fées de Helda. 45 personnes travaillent aux machines qui produisent plus de 900 tonnes de laine par an. Ici, on fait de tout, laines épaisses, doubles, fines, à destination des fabriques de pulls comme Kitka ou des particuliers. Sigurdur Gunnarsson est le directeur général d'Istex. Il est revenu en Islande après avoir travaillé plusieurs années aux États-Unis,
dans le pétrole. Nous vendons de la laine lourde, à la fausse lopi, du fil mèche non tordu, le pleutou-lopi, du fil dentelle, leinband, et bien sûr de la laine légère, l'ethlopi, dans le monde entier. Nous réalisons en moyenne 40% de nos recettes à l'étranger. L'an dernier, pour la première fois, nous avons vendu davantage aux tricoteurs amateurs étrangers qu'aux tricoteurs islandais. Nous acceptons 9 monnaies différentes. Nous avons un agent à Taïwan et dans tous les endroits possibles et imaginables, même au Japon. D'ailleurs, au printemps, un représentant japonais nous a rendu visite. On a trouvé ça génial. Exploiter au mieux les toisons des moutons islandais n'est pas une mauvaise idée en soi, mais ces montagnes de laine, en obligeant Istex à trouver des débouchés, créent une situation paradoxale. Une bonne partie de la laine est écoulée sur le marché asiatique, et elle est ensuite réimportée en Islande sous forme de pullover. Tout cela a-t-il un sens ? Il y a quelques années, une forme de résistance s'est organisée. De nombreuses tricoteuses islandaises se sont regroupées au sein d'une association, Hansprionasamband Islands, qui tente d'ouvrir une autre voie. Bonjour, je peux vous être utile? Bonjour, oui. Je cherche ces couleurs pour le modèle Riddari. Voyons voir. Puridur Einarsdottir dirige l'association des tricoteuses d'Islande. Elle veille à la bonne marche d'une organisation qui concerne tout le pays et dont cette boutique n'est que la partie émergée. On y vend les seuls véritables pullovers islandais 100% faits main. Tout ceci est tricoté en Islande. Malheureusement, beaucoup de magasins proposent des pulls et autres articles fabriqués, certes avec de la laine islandaise, mais à l'autre bout du monde. Pourtant, on parle beaucoup de l'empreinte carbone aujourd'hui et de la pollution en général. Et vous pouvez imaginer qu'elle est importante pour des articles qui sont issus d'un double transport. D'abord l'export des pelotes de laine qui sont expédiées d'Islande jusqu'à Hong Kong, puis l'import des tricots dans le sens inverse. En 1977, au moment où le tourisme prenait de l'ampleur, 800 femmes se sont organisées pour tricoter de véritables pullovers islandais entièrement faits à la main. Vivant souvent seules dans les fermes isolées d'Islande, cette activité leur a permis d'obtenir un vrai complément financier. Ici, chaque pullover est vendu entre 250 et 450 euros. La concurrence est assez injuste, dans la mesure où nous devons mener une rude bataille pour vendre nos articles à leur juste prix. Alors que les autres sont bradés, du fait qu'ils sont fabriqués pour 3 fois rien en Asie, par des ouvriers sous-payés qui travaillent dans des conditions déplorables. On sait bien que ça se passe comme ça là-bas, dans l'industrie textile. Ici, nous ne proposons rien qui ne soit pas entièrement produit en Islande. Les clients peuvent nous faire confiance. Il n'existe pas encore de certificat d'origine contrôlée, mais nous y travaillons. En attendant, il faut se fier au marquage actuel. Les sociétés qui exportent la laine et importent les pulls marquent leurs produits « Designed in Iceland », faute de pouvoir les étiqueter « Made in Iceland ». Ce n'est bien sûr pas la même qualité que le tricoté en Islande. La rude bataille dont parle Puridur est bien organisée. Le lundi matin, ces tricoteuses d'Islande viennent d'un peu partout. Elles apportent les pullovers qu'elles ont tricotés à la maison durant la semaine. Au magasin de l'association, les pulls sont mesurés pour en déterminer la taille. Les tricoteuses s'efforcent de répondre aux demandes précises de la boutique, que ce soit pour le choix des modèles, des couleurs ou même des tailles, car elles-mêmes s'alignent sur la demande des clients touristes et islandais. Chaque tricoteuse a un numéro qui permet de comptabiliser sa production. On lui remet un reçu pour les pulls de la semaine. À la fin du mois, chacune reçoit un salaire en fonction de la quantité de pulls réalisés. Et aucune ne repart jamais les mains vides. Dans leur sac, elles emportent des kilos de laine, de quoi confectionner les tricots de la semaine à venir. En moyenne, chacune réalise environ 70 pulls par an. Seuls les véritables tricots islandais 100% faits main avec de la laine locale reçoivent cette étiquette de l'Association des tricoteuses d'Islande. Les 2 chiffres rajoutés à la main désignent la tricoteuse d'un côté et de l'autre l'année de fabrication.
Au début, j'étais très dépendant du manuel. Je suivais à la lettre le patron. Maintenant, j'ai assez d'expérience pour pouvoir me détacher du livre. Je ne suis plus obligé de vérifier sans arrêt le nombre de mailles pour tel ou tel motif. C'est devenu plus facile pour moi. Je sais comment je dois commencer un motif, puis ce qui vient ensuite. Ça me vient naturellement. Je n'ai plus besoin de m'arrêter sans arrêt. C'est beaucoup plus confortable. Compter les mailles est très important. Sinon, on ne s'y retrouve plus. Il m'arrive de monter mes mailles en oubliant de les compter. Et puis tout à coup, je me retrouve avec un tas de mailles sans savoir où j'en suis. On ne peut rien faire en tricot si on ne compte pas ses mailles. Il faut vraiment en connaître le nombre exact si on ne veut pas faire n'importe quoi. 70, 72, 74, 76, 78... Bon, ça y est, je m'y retrouve. Mais souvent, je dois tout reprendre à zéro. 13, 18, 20, 23, 25... Si Pétur se débrouille bien, il n'a pas le rendement d'une vraie tricoteuse d'Islande. Loin s'en faut. Svenfríður Sigurdardóttir est l'une de ces grands-mères qui tricotent à toute allure. Elle a 80 ans et manie les aiguilles tous les jours depuis presque 70 ans. Ma mère tricotait pour sa famille des moufles et des chaussettes pour ses enfants. Et plus tard, ses petits-enfants. Elle n'arrêtait pas. Moi, j'ai commencé un hiver simplement pour avoir quelque chose à faire de mes 10 doigts. Je ne peux pas rester sans rien faire. Et puis dernièrement, j'ai eu vent de cette association de tricoteuses. Je me suis renseignée et je suis entrée en contact avec elles. Je voulais leur demander si je pouvais les rejoindre. L'association m'a envoyé de la laine pour que je fasse un pullover et me tester. Svenfríður tricote entre 100 et 120 pulls par an, son record étant de 126. De quoi compléter joliment sa petite retraite d'agricultrice. Les tricots ne rapportent pas tous la même somme. Ça dépend de la taille et du modèle, s'ils ont une capuche. Mais je crois qu'en moyenne, je touche à peu près 12 000 couronnes par tricot, soit environ 85 €. Donc en un mois, je gagne 100 000 couronnes, 720 €. Il faut déduire le coût de la laine qu'on me fournit. Ce n'est pas toujours le même prix. Mais disons qu'il me reste grosso modo 75 000 couronnes, c'est-à-dire 540 € par mois.
Pétur est chanteur professionnel et fait partie d'un chœur classique, ce qui l'oblige parfois à délaisser ses aiguilles, mais jamais pour très longtemps. Le pull traditionnel islandais est toujours tricoté du bas vers le haut et en rond. Manche d'une part, buste d'autre part et jusqu'aux aisselles. Grâce à des mailles laissées en attente, les trois parties vont se rejoindre et se terminer par l'empiècement du haut, le motif jacquard, qui offre au pull sa personnalité et sa beauté. Il n'y a aucune couture. Pétur tricote partout, tout le temps, et ne lâche plus son fameux ridari, qui l'emmène partout avec lui. Elín est moins assidue, elle a plus de difficultés et n'en admire que plus son ami Pétur. Quand penses-tu avoir terminé? Ce soir? Sérieusement? Oui. Si je ne perds pas de temps. Super. Tu es content du résultat? Oui, très. Tu vas l'offrir à quelqu'un? Je ne sais pas. J'ai bien envie de le garder pour moi. Et tu aurais bien raison. C'est vrai, non? Je l'ai bien mérité. En Islande, les femmes et les hommes ont toujours tricoté et cette habitude n'est pas près de changer. Si les tricoteuses et les tricoteurs se réapproprient leur art face à la menace asiatique, alors le pull islandais a encore de beaux jours devant lui.